le contrat de confiance qu'on vient de réinventer ensemble et ces bases qu'on a posées minutieusement une à une, elles vont nous servir pour la prochaine séquence puisqu'on va passer à la partie débat, la partie panel. Comment est-ce qu'on construit le futur de l'entreprise dans ce monde qui est en pleine mutation? Comment est-ce qu'on se sert de la culture d'entreprise pour réussir à la transformer, des technologies comme outils ou encore à réinventer ses business models? Tout de suite, Perle Bagot me rejoint à nouveau sur cette scène accompagnée de Philippe Schmitt pour Prisma, Alexandra Joly pour Coca-Cola, Jessica Del Piro pour Made et Emmanuel Sodo pour AG2R La Mondiale. Meilleur, une marque de grande consommation, un média, un assureur. L'entreprise est de plus en plus challengée dans son modèle économique, dans son organisation, dans ses process. Jessica, on va commencer par toi. Tu es à la tête du bureau français de Made.com, qui comptabilise plusieurs centaines de milliers de clients, 350 collaborateurs dans le monde. Et dans l'ADN même de Made.com, vous avez un modèle innovant. En quoi est-ce qu'il vient challenger les acteurs traditionnels de la vente en ligne ? Alors, en quelques mots, il faut partir du constat suivant déjà. On est tous des consommateurs et en fait, dans le monde du design, il ne s'est pas passé grand-chose depuis une cinquantaine d'années et depuis Ikea, on va dire. Donc, c'est fort de ce constat-là qu'on a voulu en fait arriver avec un modèle très disruptif sur le marché du design. Donc Made.com, c'est la première marque de design digital en Europe. Donc on est présent dans 8 pays en fait aujourd'hui en Europe, 9 depuis cette semaine avec l'Espagne. Et ce qu'on propose en fait, c'est un modèle qui par nature est disruptif. Par nature, il est disruptif puisque, et je vais vous expliquer en quelques mots, on va travailler directement à la fois en amont et en aval de la chaîne de valeur. Et donc, de ce fait, on va pouvoir proposer aux consommateurs des produits avec un prix beaucoup plus abordable que ce que vous trouveriez aujourd'hui sur le marché. Donc, vous avez à la fois le côté extrêmement design du produit et le côté abordable. Comment on fait ça ? On fait ça, en fait, en travaillant, du coup, en ayant raccourci cette chaîne de valeur et en travaillant directement d'un côté avec des designers. Donc, chacun de nos produits, vous voyez, ça c'est un produit Made, chacun de nos produits est travaillé avec un designer en direct, puis fabriqué en direct, on travaille directement avec nos usines et apporté aux clients en direct grâce à une plateforme digitale, grâce à Internet. Donc, ce raccourcissement de la chaîne de valeur, il a beaucoup de bénéfices. Il a ce bénéfice-là dont je vous parlais de pouvoir apporter des produits design à un prix très abordable. Mais il a également ce bénéfice en fait, de pouvoir nous permettre d'oser beaucoup plus. Oser beaucoup plus de design dans la mesure où finalement on a peu de stock. Donc on se permet d'amener sur le site entre 30 et 40 nouveautés par semaine. Et des nouveautés design. Donc en fait, on permet aux consommateurs finalement de personnaliser beaucoup plus leur appartement. On leur apporte quelque chose que les retailers traditionnels n'apportent pas. Pour aller jusqu'au bout de ce processus, et par rapport à ce qu'on disait, même un acteur du digital et même un acteur qui a un modèle disruptif a finalement aussi besoin de se transformer. Donc on parle de transformation digitale. Et finalement, quel meilleur moyen de se transformer que de s'auto-disrupter, je vais dire ça, puisqu'en fait, on a créé une plateforme collaborative qui s'appelle Talent Lab. Et cette plateforme collaborative va encore plus loin. Elle permet à tous les designers, à tous les jeunes talents de proposer des idées sur cette plateforme. Et par un modèle de crowdfunding ou crowdsourcing, le consommateur, nos consommateurs vont pouvoir décider des produits qu'on va mettre sur le marché. Donc on va produire et qu'on va commercialiser. Donc finalement, le message que je trouve assez intéressant par rapport à toute la discussion de ce matin, c'est de se dire, oui, on est un acteur du digital. Néanmoins, ces outils du digital nous permettent d'aller évidemment plus vite, mais aussi, on se re-challenge nous-mêmes. Ces technologies nous permettent finalement d'arriver à cette disruption. Et de fait, effectivement, on apporte aux consommateurs une proposition de valeur qu'ils ne trouvent pas forcément aujourd'hui sur le marché, tout simplement.
Alors Philippe, en tant que Chief Transformation Officer du groupe Prisma, tu as une vision globale du marché des médias qui est un marché qui s'est considérablement challengé et repensé. Quelles sont les actions les plus importantes pour toi à mettre en œuvre justement pour repenser le modèle économique et la valeur d'un média aujourd'hui ? Oui, alors la valeur d'un média aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin des médias en fait? Parce que tout le monde a des médias. Grâce aux plateformes, on peut communiquer. Il y a des influenceurs qui font ça très bien pour nous. Et donc, on peut se poser la question, c'est quoi la valeur d'un média? Alors, nous pensons que, et visiblement, j'ai vu que Kantar nous dit la même chose, dans un monde de l'information et dans un air d'absence de confiance suffisant, les médias, c'est les derniers phares avec une obligation dans la démocratie de justement regarder par les épaules des puissants et structurer, filtrer et organiser l'information pour... et ça c'est notre vision chez Prisma Media, pas faire le moonwalk en avançant, en finalement reculant, mais finalement de dévancer les attentes de nos clients, c'est-à-dire nos lecteurs et bien sûr nos annonceurs. Alors comment on y arrive? On parle de transformation, c'est un vaste sujet. Notre recette à nous, elle se base sur 3 leviers. Le premier, c'est la confiance en soi, on l'a vu encore. Donc on se base sur la longévité grâce aux socles culturels qui ne changeront jamais. C'est la première chose à définir. Donc vraiment, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui sont vos valeurs? Et qu'est-ce qui sera jamais négociable? Ensuite, il y a la notion de l'exécution, donc la notion de l'agilité, parce qu'une stratégie, elle va s'adapter. Elle va s'adapter à l'environnement, elle va rencontrer des obstacles. Il faut toujours trouver les solutions au moment venu. Et finalement, avec cette confiance de base en soi, on est là depuis des décennies, parfois depuis quelques années. On a des talents à bord et on va surmonter les obstacles. Donc ça, c'est vraiment le côté adaptif. Et ensuite, la dernière notion, c'est la notion de créativité. Dans ce monde qui change, et dans ce que les Anglais appellent le VUCA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu, donc le monde où en fait tout change tout le temps, il faut prendre du plaisir. C'est la seule recette pour y faire face et finalement se dire que c'est génial, il n'y a pas un jour comme un autre. Voilà. Et de là, ça concrètement, deux exemples en fait qu'on a actionnés chez Prisma Media. Le premier, c'est un exemple interne. Comment vous positionnez par rapport à la technologie? Est-ce que vous intégrez ou vous prenez des partenaires? Et là, pour le coup, c'est une notion de timing aussi, de savoir-faire. Si vous avez une taille critique suffisante pour intégrer, c'est toujours une bonne idée d'intégrer son avenir et de ne pas outsourcer son avenir. Donc chez nous, c'était le métier du programmatique, donc de la publicité via la technologie, où nous avons intégré une private marketplace avec des équipes dédiées, avec des évolutions aussi des technologies qu'on a rajoutées aux partenaires externes. Et je dirais aussi construire un écosystème externe de la confiance, ce qui n'était pas gagné dans les médias historiquement. Je suis très lucide là-dessus. Et on est arrivé depuis quelques années à vraiment s'allier avec des grandes alliances comme un Gravity autour de la data, où on trace l'origine des data, où les grands groupes français se sont alliés pour construire une alliance absolument inédite autour de la data. Alors Emmanuel, en tant que leader de la protection sociale avec 15 millions de clients et 500 000 entreprises, vous avez à la fois un double objectif qui est finalement assez commun avec celui de Philippe par exemple, qui est repenser l'organisation et les process, et de l'autre côté, les services proposés. Comment est-ce que vous articulez ces deux objectifs ? Oui, tout à fait. Donc AG2R La Mondiale, c'est un acteur historique. Donc on fait partie de ces acteurs historiques qui ont à faire face à cette dite transformation digitale. Mais finalement, pour nous, c'est un enjeu de rythme, c'est un enjeu de vitesse. Face à des acteurs qui, effectivement, sur une base... Alors l'assurance, c'est quoi? C'est la mutualisation d'un risque. Donc par définition, c'est bien avec la confiance au cœur et challengé par des acteurs qui jouent sur cette confiance-là en apportant de la transparence, en apportant des nouveaux leviers finalement pour donner à voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc ça challenge énormément des acteurs comme nous. Donc la manière de le faire, c'est effectivement de se poser la question de comment est-ce que on exécute finalement mieux notre propre mission d'assureur, protection sociale, donc c'est quoi? C'est de la santé, c'est de la retraite, c'est du patrimonial. Comment est-ce qu'on exécute mieux notre mission grâce aux technologies et grâce au nouveau modèle économique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni les équipes, on a mis ensemble une quarantaine d'initiatives qui servent à la fois
de la proximité, de la simplicité pour nos clients. Ça va de services de self-care, de personnalisation, etc. Mais ça embarque aussi tout un tas de sujets servant les collaborateurs et servant l'interne. Donc tout le sujet d'engagement des collaborateurs qui est au cœur aussi de ces thématiques-là. Comment est-ce qu'on donne aux collaborateurs, par exemple, une meilleure compréhension de la situation du client, de ses moments de vie, de son équipement. Voilà. Comment est-ce que finalement je peux, moi, en tant qu'acteur au sein de l'entreprise, finalement mieux faire mon job. Donc c'est ça tout notre challenge. Et puis ça se fait en travaillant différemment. Donc ça embarque aussi, tout ce programme-là, des nouvelles méthodes, des nouveaux lieux aussi. Donc on s'organise aussi très concrètement dans des lieux nouveaux. Et puis, ça passe aussi, et Philippe, tu le citais, mais ça passe aussi par des partenariats. Et on a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un fonds dédié qui nous permettra aussi de nous engager à plus long terme auprès de certains partenaires pour accélérer cette transformation. Alors justement, Alexandra, vous êtes responsable des partenariats chez Coca-Cola et vous devez justement créer des relations avec à la fois d'un côté les distributeurs, tels que Amazon ou Carrefour par exemple, et des food aggregators tels que Deliveroo ou Just Eat. Quels sont vos principaux enjeux et comment travaillez-vous justement cette relation avec les partenaires qui est clé dans le développement de la marque ? L'enjeu principal, c'est d'être présent sur les nouveaux canaux de distribution et de faire de lance de l'innovation et d'être reconnu comme une marque innovante par les médias, par les enseignes, par votre communauté présente ici aujourd'hui et d'avoir une stratégie d'expansion qui soit ciblée par canal de distribution, tandis que nos marques ont une pénétration quasi totale et peut être considérée comme uniformisée. Donc on a une approche customisée par canal de distribution. Pour Amazon, par exemple, on est présent principalement pour sa capacité à innover et à sa capacité à imaginer le monde de demain. Et on est présent sur tous les concepts, Fresh, Amazon Business, Pantry, Dash Button, les assistants vocaux. Et on essaie d'aider certaines parties d'Amazon à se développer. Par exemple, comme on a une grande pénétration et que l'assistant vocal n'a pas encore une forte pénétration parce que c'est un modèle émergent, on travaille ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement ? Et on est présent sur 4 pays dans mon périmètre de l'Europe de l'Ouest, France, Espagne, Angleterre et Allemagne. Et on a une croissance du chiffre d'affaires de 150% avec Amazon, bien qu'Amazon soit moins développé en alimentaire que dans les autres secteurs que vous connaissez bien. Pour les plateformes de food aggregator, on travaille un petit peu différemment. Il y a 5 plateformes, comme par exemple Just Eat, Deliveroo, qui représentent 90% des commandes en Europe de l'Ouest. Donc on est présent bien sûr avec des partenariats au niveau local et au niveau européen avec cette plateforme. Et là, l'enjeu, il y en a 2. Le premier, c'est de comprendre les évolutions de consommation ensemble qui évoluent avec le temps. Donc pour ça, on fait des études de marché, soit Coca, soit la plateforme d'agrégateur, et on échange ensemble les résultats. Il y a un constat qui est que en fait, le concurrent de la consommation à domicile, ça n'est pas le restaurant, c'est cuisiner. Parce que les personnes veulent faire autre chose en même temps, comme consommer du média, regarder la télé, Netflix, le foot. Donc on attache une importance particulière aux médias, Philippe. et voir comment est-ce qu'on peut répondre, au-delà de la livraison, à un service global pour répondre aux attentes de consommateurs. Ça peut être aussi sur l'affinité entre une boisson et un type de repas, parce qu'on a le même problème en fait des 2 parties, c'est que l'habitude de consommation aujourd'hui est inverse. Pour schématiser, je dirais que quand vous êtes au restaurant, 90% des gens commandent une boisson, alors que lorsque les personnes commandent un repas à domicile, seulement 10% commandent une boisson. Donc comment est-ce qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires de cette plateforme, apporter à la fois un plat chaud et une boisson froide au consommateur et lui apporter une expérience qui va
au-delà de la livraison au sens strict du terme. Pour les enseignes alimentaires, comme vous l'avez dit, Perle, on a des partenariats avec les principales enseignes. Certaines sont innovantes, comme Carrefour ou Albert Heijn, qui ont les deux un partenariat avec Google. Et grâce à notre levier dans le média, on peut se raccrocher à ce partenariat. C'est au cas par cas dans la négociation commerciale. Et il y a des clients aussi qui n'ont pas de partenariat, donc qui nous regardent pour générer des économies d'échelle, apprendre l'innovation, et attendent d'une marque innovante comme Coca de les accompagner. Donc là, on fait du quantitatif, mais aussi du qualitatif avec nos clients. Alors justement, vous avez parlé de partenariat, de communauté. Et Jessica, vous avez créé une vraie communauté autour de Made.com qui est à l'origine du développement de la marque. Est-ce que pour vous, c'est clé cette communauté et comment est-ce que vous continuez à l'entretenir ? Alors, nous, notre cible principale aujourd'hui pour Made.com, c'est les millennials. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout compris sur l'importance des communautés. On en parlait un petit peu ce matin aussi. Donc, oui, c'est clé. C'est de ces communautés-là qu'on est né, puisque c'est elles qui nous ont portés au départ. On n'avait pas de télé, pas de médias et pas de boutique. Donc, effectivement, c'est au cœur de notre mécanique de marketing et je dirais de confiance dont on parlait. Donc on l'utilise en fait aujourd'hui justement par rapport au fait d'être présent en digital mais sans magasin. On a un showroom aujourd'hui, donc si vous êtes parisien, vous pouvez aller tester nos produits, mais si vous êtes lyonnais, vous n'allez pas vraiment avoir une idée de ce que va pouvoir donner le produit chez vous. Donc en fait, on demande à nos clients, à nos consommateurs de poster des photos tout simplement de leur intérieur avec les produits Made. Ça fonctionne super bien, donc on est présent, on fait une curation de ces photos-là sur notre site et en fait, on donne l'occasion à nos consommateurs, futurs clients, de pouvoir voir les produits in situ. Donc ça, c'est une première utilisation. Mais je voudrais dire autre chose aussi par rapport aux communautés, c'est qu'on parle de confiance, mais en fait, il n'y a pas de confiance sans transparence. Et de ce fait, nous, on essaye aussi de bâtir cette transparence à la fois avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Et en fait, je voudrais donner juste 2 petits exemples. Donc avec nos clients, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de donner une notation à chacune des livraisons de Made.com. On utilise un outil qui s'appelle Trustpilot. Et aujourd'hui, on est la marque la plus notée sur les réseaux sociaux. Donc si vous allez sur les réseaux sociaux et sur Google, donc si vous allez sur Google, que vous cherchez la note de Made, là, vous pouvez le faire en direct, vous allez trouver une note. Et ça, quelque part, c'est en toute transparence. Donc vous allez voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, on répond aux commentaires et je pense que c'est essentiel parce que la confiance, ça ne se déclare pas, ça se gagne. Donc ça c'est le premier point. Et on fait la même chose finalement, un autre exemple assez intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup encore parlé des collaborateurs, mais on fait la même chose avec nos collaborateurs. On a aussi des outils en interne où le collaborateur, en toute confidentialité, me fait régulièrement des feedbacks auxquels je réponds et on enclenche une discussion sur certains éléments qui peuvent évoluer dans l'entreprise. Donc je pense que cette communauté-là, quand on parle de communauté, il faut penser effectivement aux consommateurs, il faut penser aux collaborateurs qui eux-mêmes sont des ambassadeurs de votre marque, il faut penser aux designers qui eux-mêmes sont des ambassadeurs de notre marque. Donc en fait, on a plusieurs types de communautés et toutes ces communautés, on les anime en direct et avec beaucoup de transparence. Alors justement, Philippe, la confiance est la condition un peu sine qua non d'un média. Comment est-ce que tu entretiens ce lien de confiance avec l'ensemble des parties prenantes, effectivement à la fois en interne, comme le précisait Jessica, et l'importance de l'interne, et en même temps avec le marché, les agences et les annonceurs? L'interne est clairement le plus important pour commencer. Dans nos socles culturels non négociables que j'évoquais, un s'appelle People First. People First veut dire que nous faisons attention aux gens et que nous leur donnons un cadre pour vraiment prendre les décisions. On appelle ça le ownership, donc les transformer en entrepreneurs, qu'ils puissent faire les choses sans pour chaque projet demander le feu vert à notre maison mère à Hambourg, par exemple. C'est absolument important. Il y a une palette d'outils qui sont en entretien dès qu'ils arrivent avec notre PDG sur tout ce qui les a frappés dans les premières semaines après leur arrivée. On a des vie-ma-vie pour comprendre les autres business units de la société. Il y a un entretien annuel qui permet d'évaluer leur manager, donc du bottom-up. Et tous ces outils-là, en fait, nous ont permis de vraiment créer une marque employeur qui émerge dans son secteur. On se voyait nous-mêmes assez critiques, mais finalement, dans une enquête qui s'appelle Happy at Work, pour le premier job, les jeunes qui commencent, donc le premier métier, étaient interrogés par l'Institut. Et l'an dernier, sur les sociétés au-delà de 1000 collaborateurs, toutes catégories confondues, Prisma était émergé en premier
Donc nous-mêmes, on n'était pas conscients, on va dire, de cette culture qui plaît beaucoup aux jeunes. Ensuite, l'externe. L'externe, ce qui est très important quand vous fêtez en 2018 les 40 ans, vous avez 20-25 marques qui sont vendues à 170 millions de magazines par an. Vous ne pouvez pas jouer avec la confiance. Si vous allez sur le digital, et nous on l'a fait, on a doublé notre audience digitale en 10 ans, on a passé de 1% chiffre d'affaires digital à 30 en 10 ans, vous ne pouvez pas jouer avec le digital, vous ne pouvez pas risquer votre confiance parce que tout le business offline en dépend. Si on fait n'importe quoi avec Femme Actuelle, avec un gala, avec un téléloisir, ça a des répercussions absolument infernales sur le business. Et quand on travaille avec les annonceurs, comment on maintient cette confiance, surtout avec un test and learn aussi et le côté innovation, on est très clair et très transparent de dire que ça, c'est quelque chose qui est avéré. Nous l'avons testé, ça marche très bien. On peut vous prédire presque le résultat. Et quand il y a plutôt, là, on est dans l'innovation du bêta testing, une nouvelle technologie qu'on a fait venir de l'international, on dit qu'elle marche très bien en international, on est en train de la déployer en France. Vous êtes le premier, le deuxième, le troisième. Si vous voulez faire du never done before, c'est le bon moment de le faire. Mais attention, on n'a pas encore des centaines de cas qui nous prédisent le résultat. Donc la confiance est absolument clé. Alors justement, Emmanuel, Philippe disait qu'on ne peut pas jouer avec le digital et qu'il doit venir réassurer les valeurs de l'entreprise et le modèle économique de l'entreprise. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir d'un assureur comme AG2R ? Effectivement, cette confiance reste évidemment fondamentale et il faut qu'on utilise cette technologie à son service. Un des premiers étages, c'est la transparence. Donc effectivement, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et comment est-ce qu'effectivement, d'un sujet quand même relativement technique, on est sur des produits qui sont moins connus qu'un canapé ou qu'un titre de presse. Chez nous, ça va être votre contrat santé, vos remboursements de lunettes ou de soins dentaires. Mais comment est-ce que je crée de la transparence ? C'est technique, c'est assez opaque. Donc comment est-ce que je clarifie déjà à quoi j'ai droit, comment je vais être remboursé, comment je peux éventuellement être mieux couvert, etc., etc. Donc ça a été notre premier défi. Et quand on dit ça dans un groupe comme le nôtre, ça veut dire aussi se challenger beaucoup en interne et aller peut-être regarder la manière dont on conçoit nos contrats, dont on fabrique nos offres. Donc ça a été le premier étage. On est aujourd'hui sur une croissance autour de 30%. De notre self-care. Donc ce sont des clients, des salariés d'entreprise comme vous et moi qui utilisent ces services-là. Donc c'est évidemment fondamental et c'est le premier étage. Après la transparence, notre sujet c'est d'apporter de la proximité. Comment est-ce que j'apporte de la proximité ou de la personnalisation ? Et là aussi, il y a des choses qui sont absolument fascinantes qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Comment est-ce que, par exemple, sur des produits financiers, sur des supports financiers, avec des logiques qui utilisent la data, comme des robots advisors ou des choses comme ça, je peux apporter un meilleur conseil ? Parce que vous avez peut-être un projet de vie demain, d'acheter une maison ou de faire un tour du monde. Voilà, comment est-ce que j'utilise cette compréhension de votre contexte pour mieux exercer mon conseil ? Comment est-ce que je fais de cette personnalisation ? Et puis enfin, dernier étage, c'est d'anticiper. Alors ça c'est le Graal, mais évidemment pour nous aussi, c'est d'anticiper. Donc on développe un certain nombre de choses, notamment dans la santé, avec l'IoT Valley à Toulouse, ou pareil dans des domaines financiers. Comment est-ce que je peux anticiper et mieux accompagner mes clients ? Voilà, comprendre des formes d'absentéisme qui peuvent peut-être aussi mettre en valeur certaines pathologies ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est ça, transparence, proximité et puis anticiper. Voilà comment on construit cet avenir-là. Très bien. Jessica, peut-être un dernier mot. Vous avez multiplié les points de vente physiques. Est-ce que c'est l'avenir de Made.com, ce lien physique justement et cette proximité ? Alors, de toute façon, l'humain reste au cœur de toutes les initiatives qu'on peut avoir dans la grande consommation comme ça, parce que finalement, on est dans des produits relativement grande consommation. Donc nous, on ne sera jamais un acteur avec des milliers de points de vente. En revanche, le showroom, c'est l'expression de la marque. Donc c'est une manière d'aller sentir. On a un très beau showroom à Paris, à Étienne Marcel, qui fait 850 mètres carrés. On y fait beaucoup d'activations avec des influenceurs, avec des clients. On fait plein d'ateliers autour de la décoration, du design. Et finalement, c'est le meilleur moyen d'appréhender la marque, la qualité, le design. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est vraiment un outil marketing et un outil de mise en avant de la marque. Donc le lien de confiance reste quand même très humain, si on peut conclure en tout cas cette table ronde. Complètement. Parfait, merci beaucoup. Merci. Transparence, communauté, confiance. Merci à tous les 5 justement pour
mieux comprendre comment co-construire ce futur. Merci Philippe. Évidemment, je garde ce micro sur scène pour les séquences qui suivent. Parce que justement, s'il y a bien un acteur qui a éprouvé la question de la confiance cette saison, c'est Facebook. Alors comment le roi des réseaux sociaux et les marques de l'univers Facebook vont pouvoir redorer leur blason? On va essayer de le comprendre tout de suite avec Laurent Soli.